Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de développer donc la thématique de la rénovation énergétique autour de cinq thématiques. Donc, on va regarder d'abord les objectifs que se sont fixés la Confédération et puis le canton de Genève. Ensuite, nous regarderons l'aspect réglementaire donc en Suisse, et puis comment, en troisième partie, le secteur de la construction s'adapte pour pouvoir remplir et atteindre donc ces objectifs. Et ensuite, nous parlerons formation. Et pour terminer, nous parlerons donc de mise en œuvre et de planification de la rénovation de notre parc énergétique. Pour commencer par les objectifs, donc Philippe, tu as créé donc REM Real Estate Meeting en 2013, et en plus de 10 ans, ce sont plus de 100 événements professionnels que tu as organisés. REM fédère aujourd'hui une communauté de plus de 5000 professionnels de l'économie immobilière à 360 degrés et réunit plus de 3500 participants sur 10 événements annuels. D'ailleurs, pour 2025, donc REM continue son développement et met sur pied le premier Real Estate Week, donc du 31 mars au 4 avril, donc 2025 l'année prochaine. Et tu as pour ambition de continuer de réunir les acteurs à la fois publics et privés et de les fédérer autour de thématiques et de sujets d'actualité. Donc, sujet d'actualité, la rénovation énergétique. Donc, Philippe, j'aimerais t'entendre, enfin, on aimerait t'écouter sur les objectifs, justement, que se sont fixés la Confédération suisse en ce qui concerne justement les enjeux climatiques, et puis également en matière de rénovation et d'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Déjà, salutations à toute l'audience. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation commune de Batimat et de la CCIFS. CCIFS avec laquelle on collabore également dans le cadre de nos activités REM depuis maintenant plusieurs années, puisque dans le cadre de nos activités, on gère également le label Rent pour la Suisse. Donc, c'est un salon français. Et donc ça tombe bien, ça fait bien le lien également avec Batimat, dont on opère en fait un événement qui s'appelle Rent Suisse, Real Estate and New Tech. Et donc voilà pour le contexte et pour la présentation de nos activités. Je dirais que dans le contexte général des objectifs de la Confédération, tout est lié en fait par rapport au rapport de 1990 et les objectifs que vous professionnels vous connaissez de réduction en fait des gaz à effet de serre. Donc à horizon 2030, il y a un objectif établi d'une réduction de moins 64%. À l'horizon 2040, de moins 75% pour parler suisse. Et puis à l'horizon 2050, l'objectif c'est d'atteindre en fait la neutralité carbone. Donc ça c'est pour vraiment ces objectifs-là. Du côté, je dirais, du gros chantier qui est lié au domaine bâti. Il y a des objectifs de rénovation du domaine bâti. Aujourd'hui, on tourne à 1% par année. Et depuis que je m'intéresse de près à ces sujets-là, je dirais depuis 2020, ce chiffre n'a malheureusement pas vraiment évolué. Donc, on est toujours aux alentours de 1%. Après, il peut y avoir, en fonction des régions, des cantons, des initiatives, des accélérations. Et puis, bien entendu, pour atteindre ces objectifs 2030-2050, eh ben, on va devoir accélérer le rythme et passer à minima à 4% de rénovation par année du domaine bâti. Le calcul est assez simple. Il nous reste 25 ans jusqu'en 2050. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de cet élément-là. Et donc, aujourd'hui, je sens vraiment des volontés communes tant au niveau du public que des acteurs privés, des investisseurs, des propriétaires de parcs immobiliers, d'aller dans cette voie-là. Pourquoi? Parce que très clairement, dans un futur très proche, la valorisation des parcs immobiliers va être très fortement influencée par la qualité énergétique des bâtiments.
Merci, merci Philippe. Alors pour ce qui est, merci pour ces objectifs. Alors maintenant Thierry, j'aimerais que tu nous parles de l'état du parc actuel, mais avant je vais te présenter. Donc Thierry, tu es en charge de la régénération urbaine en Suisse romande chez Losinger Marazzi depuis 2023. Tu occupes ce poste, mais tu es chez Losinger depuis 2000 et avant chez Bouygues Offshore, responsable construction de plateformes pour l'industrie pétrolière. C'est assez drôle voilà. Tu as des compétences connues et reconnues en développement immobilier, direction de projets complexes et stratégie. Tes motivations professionnelles, c'est de créer de la valeur, viser une rentabilité élevée et motivante pour tous, assurer un confort, engagement éthique et sociétal pour améliorer justement le bien commun, l'interdisciplinaire, la concertation et l'innovation. Donc j'aimerais te faire parler sur justement quel est l'état du parc actuel en Suisse et puis notamment sur le canton de Genève et quels sont justement les défis spécifiques auxquels la Suisse fait face et surtout quel est le volume de rénovation que nous devons réaliser. Merci beaucoup de la présentation et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde. L'état du parc en Suisse, il est finalement assez similaire à l'état du parc européen. On n'est pas meilleur ou moins bon, on subit finalement le même climat et puis on a effectivement globalement la même vétusté du parc bâti en Suisse. Si on devait reprendre trois grands chiffres finalement, c'est 75% aussi en langage suisse, bien sûr, pour nos amis français présents ici. 75% du parc a été construit avant les années 90, donc ça veut dire une vétusté relativement importante du parc immobilier à mettre en relation avec le caractère qualitatif du parc, puisque le parc immobilier suisse, il est beaucoup détenu par des grands institutionnels, finalement, qui visent la rentabilité à long terme et donc la durabilité au sens durée de vie des immeubles. Donc face à cette ambition de durée de vie, effectivement, un constat de vieillesse relativement longue, enfin de durée de vie de ces bâtiments relativement longue. Le deuxième chiffre peut-être, c'est les 2/3, 66% du parc immobilier qui est chauffé aux énergies fossiles. Donc l'impact sur les gaz à effet de serre, il est aussi équivalent à l'impact européen, c'est-à-dire en gros 1/3 des gaz à effet de serre produits en Suisse provient de l'exploitation du parc immobilier. Donc là, on est pareil finalement par rapport à l'Europe. Et puis peut-être le troisième chiffre, c'est que 50% du parc bâti aujourd'hui consomme plus que la moyenne de ce parc bâti qui est à peu près, alors les chiffres, la façon de compter ici est un peu différente de l'Europe, mais on est à peu près à 20 kg de carbone par mètre carré par an de consommation, là où aujourd'hui en neuf on sait construire plutôt autour des 2-3, donc 10 fois moins finalement. La moyenne du parc immobilier ici en Suisse consomme à peu près en moyenne 10 fois plus que ce qu'on construit aujourd'hui en neuf. Si on prend la même thématique, si on se réfère à une thématique du parc automobile, par exemple, c'est comme si 50% de notre parc automobile, il était constitué de vieilles Cadillac qui consomment plus de 40 litres d'essence par 100 km. Voilà aujourd'hui la thématique où on a un parc immobilier à drastiquement rénover pour atteindre des objectifs de la Confédération en 2050. Donc c'est vrai que le x3, x4 par rapport au rythme de rénovation, c'est ce qui nous attend dans les 25 prochaines années, ou plutôt maintenant pour atteindre les objectifs de 2050. Thierry, merci beaucoup. Alors, je voudrais que tu nous donnes maintenant les objectifs des propriétaires institutionnels, puisque la clientèle institutionnelle, tu la connais bien. Chez Losinger, vous les accompagnez justement dans toutes ces problématiques de rénovation du parc, et je voudrais qu'on t'écoute justement par rapport à leurs propres objectifs.
Alors oui, effectivement, les institutionnels sont un des grands, les institutionnels privés sont un des grands propriétaires finalement du parc immobilier. Sur le logement, environ 50% du parc suisse est détenu par des institutionnels. Donc, ces institutionnels ont aujourd'hui adhéré pour la plupart aux objectifs de la Confédération, c'est-à-dire que ces institutionnels se sont donnés pour objectif en 2050 d'atteindre la neutralité carbone pour leur parc. Ça, c'est l'objectif 2050. Leur core business, les institutionnels, quand on parle d'institutionnels, on parle de caisses de pension, donc les caisses qui fournissent chaque année, chaque mois, les rentes des retraités, des pensionnés suisses, ou les assureurs, les grands assureurs qui doivent assurer là aussi la couverture de leurs risques. Donc tous ces institutionnels, leur core business, c'est d'obtenir finalement une rente annuelle, donc un rendement annuel de leurs investissements. Donc leurs objectifs ESG d'atteinte des objectifs de la Confédération se fait, on va dire, en parallèle et sous le couvercle de leur core business qui est aussi d'être rentable chaque année finalement. Et c'est ce grand équilibre de rentabilité annuelle et d'atteinte d'objectifs ESG qui est on va dire, le grand défi pour ces institutionnels à venir, à aujourd'hui, la complexité de ce grand équilibre. Alors, il y a plusieurs pistes, on va les évoquer un petit peu plus tard, mais c'est, on va dire, l'enjeu principal pour les institutionnels qui sont nos clients à nous. Merci beaucoup. Alors pour maintenant écouter quels sont les objectifs donc, des propriétaires privés, je vais passer la parole à Frédéric. Mais avant ça, Frédéric, je vais te présenter. Donc Frédéric, tu es docteur en sciences de l'EPFL et tu détiens des diplômes de maîtrise en génie mécanique, en sciences des matériaux et en environnement, ainsi qu'un executive MBA de HEC Genève. Donc, tu as une solide expérience de plus de 10 ans donc, dans l'industrie en tant qu'ancien directeur de département de recherche et développement de Panerai, donc du groupe Richemont. Tu as contribué à d'importantes innovation donc dans le domaine de la microtechnologie. Tu es également l'ancien directeur de l'Office de la promotion des industries et des technologies du département de l'État de Genève. Ta sensibilité technique et ta compréhension donc de l'industrie ont permis justement au canton de Genève d'accompagner les entreprises dans leur transformation du 4.0 dans un environnement justement en constante évolution. Actuellement, tu es mentor InnoSuisse pour les startups et les PME, cofondateur justement de la startup Suisse Inspect, spécialisée dans la maintenance prédictive et préventive des infrastructures. Donc, Frédéric, tu es aussi responsable de l'innovation et des partenariats au sein de la vice-présidente pour l'innovation de la faculté ENAC de l'EPFL, ainsi que fondateur de l'association FUSTIC qui vise à promouvoir la transition sociétale et écologique en encourageant la recherche, l'innovation et les partenariats dans les technologies numériques pour un développement et futur durable des villes et des territoires et infrastructures. Donc, Frédéric, j'aimerais justement t'écouter par rapport aux objectifs plutôt des propriétaires privés. Alors, merci pour cette super bio qui était assez consistante. Du coup, je suis spécialiste en rien. J'essaye d'agréger les écosystèmes. Comme ça, je passe de l'horlogerie à la politique, à la recherche. Mais tout ça pour dire que j'aimais bien le terme de biodiversity, mais avec le terme de city comme ville. Et je parle aussi souvent d'insynchronicity, dans le sens aussi d'insynchronisation au cœur des territoires et des villes. Pour deux raisons, en fait, c'est que c'est l'histoire de chaîne de valeur. Je ne vais pas attaquer ce qu'on va discuter après, je vais préparer le terrain. Parce que comme je ne suis pas un spécialiste non plus dans la rénovation énergétique chez les privés, mais donner comme quelques chiffres clés, l'idée c'est quand même de dire que sur cette chaîne de valeur, on touche aussi bien aux institutionnels, au pouvoir public, à la régulation, à la politique, aux acteurs privés, les maîtres d'ouvrage, les acteurs qui amènent des solutions, et non pas en bout de chaîne, mais finalement on arrive aussi à l'échelle fédérale, cantonale, municipale et des villes, et finalement il y a le citoyen et le propriétaire privé qui est non pas en bout de chaîne, mais quand même qui se trouve là, et puis qui est un peu assaini de 3 milliards d'informations, de 36 000 certificats existants, puis by the way, je fais quoi? Puis ça, c'est un peu compliqué aussi. Puis les chiffres clés quand même, on a pas mal de chercheurs à l'EPFL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une institution fédérale où on est 22 000 personnes par jour
dont 10 000 étudiants et 12 000 chercheurs. Et on a des chercheurs qui travaillent sur des sujets autour de l'économimétrie, de la rénovation, etc. du bâti. Et un exemple sur le canton de Vaud, aujourd'hui sur des passoires énergétiques qui devraient évoluer de grade FG à E, en fait, plus de 60% sur le canton de Vaud sont des propriétaires de villas et des petits investisseurs. Donc clairement, il y a un vrai focus aussi, une attente sur ces petits investisseurs. Mais la réponse, c'est au milieu de toute cette faune finalement de solutions, comment être accompagné. Et les objectifs, ils sont assez clairs, mais comment les atteindre, assez compliqué. D'ailleurs, il y a plein d'études de cas en disant est-ce qu'on réfléchit plutôt à l'échelle d'un quartier, on travaille sous une forme de mutualisation, d'un point de vue administratif, d'un point de vue solution, etc., pour trouver les bonnes voies pour accélérer aussi, comme on a pu l'entendre, d'un facteur 4, voire peut-être plus, cette transformation-là. Donc en effet, les petits propriétaires, c'est très compliqué. Puis du coup, de savoir, je mets du panneau photovoltaïque, oui, super, il y a des finances, il y a des aides, des soutiens, mais finalement, c'est aussi tout l'accompagnement et comment trouver sa place aussi dans cet écosystème-là, qu'on pourra ensuite dérouler un peu plus aussi dans un second temps, et puis je pense qu'on peut continuer à avancer. En effet, on va passer à ces aspects réglementaires en Suisse et justement à ces problématiques d'incitation et de financement. Donc pour ça, pour l'aspect réglementaire, François. Donc François, tu es directeur opérationnel durabilité chez Magenta Eco. En termes d'expérience professionnelle, donc depuis 2023, tu es également directeur opérationnel de la plateforme, donc toujours chez Magenta Eco, Solutions et Durabilité IMO. Depuis 2021, tu es également fondateur, administrateur de Osmia Advisor, un bureau de conseil en critères de durabilité. Depuis 2018, tu es développeur de la certification SEED Next Generation Living pour des quartiers durables. Et puis également, dans tes expériences extra-professionnelles, donc tu es depuis 2018 membre fondateur de l'association suisse pour des quartiers durables, fondateur et président de l'association pour enfants et adolescents Genève. Et puis, tu as également publié de nombreux ouvrages sur l'investissement immobilier pour l'intégration de critères de durabilité. Tu as publié sur les nouveaux modèles pour les investissements différenciés One Planet Living en coopération avec le VVF. Également, enjeux et défis de la logistique urbaine, toujours pour One Planet Living. Et puis, enfin, alors je m'arrêterai sur ces publications qui sont très nombreuses. Évaluation de la biodiversité pour des projets immobiliers, toujours donc dans le cadre de One Planet Living. Donc, pour ce qui est de l'aspect réglementaire, François, donc comment la politique favorise la rénovation énergétique? Quels sont les enjeux liés donc à la rénovation des bâtiments qui sont classés? Quelle est l'infrastructure réglementaire qu'il faut respecter pour pouvoir rénover ce bâti? Et également, donc il y a également en Suisse différentes normes à respecter. Donc voilà, comment cet aspect réglementaire favorise-t-il ou contraint la rénovation énergétique? Merci, présentation aussi très très complète. Un plaisir pour moi d'être ici et bonjour à tout le monde. Alors effectivement, la question du cadrage réglementaire dans la rénovation énergétique est très important. J'étais très très heureux de voir les présentations précédentes sur ce qui se passe en France, parce qu'on voit qu'il y a des avancées quand même majeures par rapport à il y a 5 ans en arrière, sur des obligations de résultats et sur des objectifs qui vont maintenant vraiment chercher à rendre concret ces actions. On était beaucoup sur des obligations de moyens jusqu'à aujourd'hui, avec des gaps de performance assez importants, parfois entre ce qu'on planifie et ce qu'on obtient comme résultat d'action dans la rénovation. Le cadre réglementaire, évidemment, ou plutôt le politique a comme outil de travail l'évolution du cadre réglementaire. C'est une chose importante et on le voit en France avec ces différents objectifs réglementaires qu'on n'a pas encore en Suisse, qu'il y a des choses qui bougent. On y reviendra peut-être aussi après avec des exemples plus concrets, notamment sur le réemploi. En Suisse, on a ces réglementations qui commencent à bouger, mais on sent aussi une certaine frilosité, je dirais, du politique
à ne pas vouloir avancer trop vite dans les réglementations, de peur à ce que le marché ne suive pas derrière et qui doivent ensuite déroger aux nouveaux seuils d'atteinte de résultats. J'avais une discussion il y a encore 2 semaines avec le directeur de l'Office cantonal de l'énergie, et c'est la grande préoccupation, c'est comment faire avancer le marché, mais ne pas établir des réglementations auxquelles on doit tout de suite déroger. Donc, un des autres outils qui est absolument complémentaire au cadre réglementaire qui se met en place, je pense que c'est les incitations financières et c'est tout ce qu'il y a comme subventionnement qui fonctionne assez bien en Suisse avec notamment le programme énergie et bâtiments qui permet d'aider le respect de ces réglementations, voire aller au-delà de ces aspects réglementaires par des aides financières qui peuvent être de la subvention directe, qui peuvent être de la défiscalisation. Il y a pas mal d'outils qu'il faut connaître dans la rénovation énergétique. Je dirais que la réglementation aujourd'hui se base principalement sur l'efficacité énergétique. On n'a pas encore introduit en Suisse le bilan carbone. C'est une chose qui vient et Genève va être probablement le premier canton à apporter une nouvelle réglementation sur des seuils carbone à respecter qui vont faire bouger les pratiques. C'est, je pense, une réalité en France quand on voit le décret tertiaire et les obligations maintenant, objectifs 2028, 2030 ou autres de la nouvelle réglementation. On voit que les maîtres d'ouvrage prennent ça au sérieux et entrent dans la gestion de leur portefeuille, le bilan carbone, avec une réalité économique. Ceux qui améliorent leur bilan carbone, respectent les réglementations, peuvent devancer même certaines réglementations en choisissant les jalons 2028 ou 2030 ou 2040, et puis vont avoir un gain important de crédibilité auprès de leurs actionnaires ou auprès des créditeurs pour le financement de leurs opérations. Donc le politique a cette ambition, je dirais, de faire bouger les réglementations, mais la difficulté d'être sûr qu'il y ait des solutions marché qui suivent. Et les subventions aident un petit peu à faciliter la mise en œuvre de ces opérations. Mais je trouve qu'on est encore très frileux en Suisse et j'espère que les réglementations vont se forcer encore, notamment sur l'entrée en vigueur des bilans carbone. C'est ce qui va arriver probablement dans tous les cantons dans ces prochaines années, avec une première expérimentation à Genève. Merci beaucoup. Alors, tu as abordé cette partie incitation et pour ça, j'aimerais que Corentin puisse développer cette partie incitation. Mais Corentin, je vais te présenter avant. Donc, Corentin, tu es directeur général chez Hamstein & Walter France, mais également membre de la direction du bureau de Genève donc depuis 2008 et partenaire de la holding. Tu es ingénieur en thermique et énergétique, diplômé de la Haute École de Münster en Allemagne, titulaire d'un master en valorisation des énergies renouvelables et des déchets dans la construction, et également d'un DUT en génie thermique et énergie donc de l'IUT de Grenoble. Tu disposes de larges compétences et expériences dans les réseaux énergétiques, plus particulièrement la boucle d'échange thermique, également les énergies renouvelables et l'énergétique du bâtiment, notamment les audits techniques et énergétiques. Tu es responsable de projets techniques pluridisciplinaires, chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, automatisme de bâtiments, depuis les phases de conception jusqu'aux phases de réalisation et de suivi. Et tu es aussi spécialisé dans les bâtiments à haute performance énergétique, donc la labellisation Minergie BEPOS, ainsi que les installations solaires photovoltaïques et biomasse. Durant ton parcours professionnel de plus de 22 ans donc au sein de Hamstein & Walter Genève, tu as été amené à travailler à la fois en Suisse et en France et tu consacres désormais l'accompagnement de projets pour les collectivités et les acteurs privés. Donc ce qui est intéressant, c'est tout comme Thierry, cette double casquette à la fois française et suisse. Donc je reviens sur la thématique des incitations. Donc quelles sont les initiatives locales spécifiques à Genève pour encourager justement la rénovation énergétique des bâtiments et est-ce que ces incitations sont suffisantes pour encourager l'investissement dans la rénovation et est-ce que ça permet aux propriétaires justement de tenir leurs objectifs en termes de rentabilité? Et puis si tu peux faire une petite comparative France-Suisse, t'écoute très volontiers. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Alors les incitations financières, il faut savoir que le canton de Genève est assez, depuis longtemps très moteur et précurseur sur toutes les aides et le développement, je dirais, des exigences légales sur la performance énergétique des bâtiments. Il y a des engagements donc à tenir d'un point de vue légal, notamment sur le parc immobilier logement, qui sont assez sévères quand on le compare à des exigences côté France. Alors, je peux essayer de vous donner quelques chiffres. Vous avez compris que j'étais plutôt technicien, enfin ingénieur. Donc, sur la Suisse, enfin sur Genève, on a des exigences pour tous les bâtiments qui consomment plus de 450 mégajoules par mètre carré par an. On parle en mégajoules côté suisse, plutôt kilowattheure ailleurs, donc ça fait du 125 kilowattheures par mètre carré par an en consommation de chauffage et eau chaude sanitaire. Ça, c'est l'indice de consommation qui est obligatoire à Genève, qui est calculé chaque année par les propriétaires. Et cet indice doit être en dessous de 405, enfin, doit atteindre 450 à très moyen terme. Et tous les bâtiments qui sont au-dessus de 800 mégajoules ont l'obligation légale de rénover. Ceux qui sont entre les 450 et les 800, eux, ont l'obligation de mettre en place un audit énergétique et les mesures d'optimisation derrière qui en découlent. Alors, si je compare peut-être un petit peu ces 450 mégajoules, donc ces 125 kWh par mètre carré par an, il faut savoir que côté France, on est plutôt à 450 kWh par mètre carré par an, par rapport aux 125, sur les exigences que vous nous avez présentées tout à l'heure sur l'étiquette énergétique, où, alors là, ce n'est pas une obligation de rénover, mais c'est une obligation enfin, c'est une impossibilité de louer, en fait, le logement. Donc sur les incitations financières à Genève, il y a eu très récemment une nouvelle loi, enfin, le Conseil d'État qui a voté, donc, et ça a été présenté par le directeur de l'Office cantonal de l'énergie au mois de juin, qui a doublé les subventions, doublé les aides pour la rénovation énergétique dans le logement, mais également sur du bâtiment tertiaire. Donc ça, ce sont des incitations qui sont très intéressantes. Sur de la villa, par exemple, vous allez pouvoir toucher à peu près 390 francs par mètre carré de subvention, ce qui fait déjà un chiffre qui peut être assez intéressant si vous faites une rénovation HPE, donc haute performance énergétique, qui est un cahier des charges de l'État, ou Minergie. Donc ça, c'est ce type d'incitation. Et donc sur du logement collectif, on est à 210 francs par mètre carré, et sur tout ce qui est tertiaire, on est à 150 francs par mètre carré, en rénovation globale type Minergie. Donc ce sont quand même des montants qui sont assez intéressants. Et l'enveloppe financière donc, allouée par l'État est de 500 millions de francs. Donc c'est assez important. Merci Corentin. Donc justement pour ce qui concerne donc du financement, Frédéric, j'aimerais que tu nous expliques un peu les activités au niveau fédéral d'InnoSuisse, justement pour accompagner la transition énergétique au-delà du changement climatique, mais plus peut-être d'un point de vue financement. Alors pour commencer, du coup, il y a deux choses. Pour la Suisse, on est d'un système centralisé à très décentralisé. Donc du coup, comme les cantons ont pas mal aussi leur indépendance, InnoSuisse, c'est l'équivalent de la BPI pour vous en France. Donc du coup, c'est l'Agence fédérale de l'innovation qui a des fonds assez conséquents. Là, c'est pas du financement direct en fait pour des propriétaires du bâti. Par contre, InnoSuisse finance le développement de solutions marché. Donc des solutions qui soient soit du hardware ou du software. Et ils ont une verticale qui est dédiée, clairement, ils ont 4 verticales, et une verticale s'appelle ingénierie et énergétique, en lien avec l'environnement. Et là, l'idée aussi, ils essaient de travailler sur les facteurs d'échelle. Donc c'est comme tout à l'heure, cette histoire de chaîne de valeur. Dans le facteur d'échelle aussi, on peut regarder à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'un territoire. Et ils ont des incentives très forts au niveau fédéral. Je parle au niveau de la recherche appliquée ou de l'innovation, on va aller plus en détail dans un second temps, mais c'est vraiment ce qu'ils appellent une approche holistique et systémique. Et finalement,
il y a une chose qui est très forte aussi dans cette notion de changement climatique ou de rénovation. Finalement, c'est pas la rénovation du bâti en lui-même, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le bien-être aussi de l'utilisateur, c'est tous les effets aussi autour à l'échelle du quartier. C'est quand même une approche assez 360. Et la Confédération a mis en place depuis 4 ans, et on en parlera aussi à l'échelle cantonale, mais de plus en plus de projets qui sont sous forme de consortium. Sur la chaîne de valeur, on a de l'académique, mais on a aussi des asset managers, des asset owners, on a des propriétaires aussi, peut-être de plus petite taille. Mais en fait, sous cette notion d'intelligence collective, c'est travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions qui soient adaptées par rapport à l'écosystème local. Parce que dans cette notion aussi de décentralisation, il y a aussi une disparité par rapport aussi, on va dire, aux typologies de bâtis, il y a tout un historique, etc. Et la Suisse, en étant un tout petit pays, est quand même aussi très variée dans sa manière d'être et d'évolution. Et donc vraiment, InnoSuisse est là pour financer les programmes de recherche qui vont avoir un impact finalement pour l'économie et la société. La métrique, c'est qu'est-ce que ça va apporter d'un point de vue financier à la société, mais surtout, qu'est-ce que ça va impacter d'un point de vue environnemental et d'un point de vue aussi sociétal. Et là aussi, ce qui est important, c'est que pourquoi le lien avec la recherche? C'est que la recherche est beaucoup en amont, fortement en amont, mais aussi cette notion d'impact à horizon des 5-10 prochaines années sur les tendances technologiques. Et dans cette variabilité aussi, par exemple, il y a des axes de recherche sur la rénovation énergétique, sur le comportement du propriétaire. Typiquement, on parlait des petits propriétaires. En fait, moi, en tant que propriétaire, quel va être l'acte de changer et de reverdir finalement mon bâti? Des choses, c'est parce que mon voisin l'a fait. Et ça, il y a des études de recherche qui sont financées aussi par la Confédération pour voir quels sont les éléments déclencheurs pour engendrer finalement cette rénovation énergétique. Et je reviens à l'échelle aussi cantonale. Plusieurs cantons, dont par exemple le canton de Vaud, initient aussi des programmes de soutien financier qui s'appellent des fonds synergie, où la thématique c'est d'être en synergie finalement avec différents acteurs du secteur public et privé, mais finalement, c'est des petits acteurs qui vont s'allier ensemble pour avoir plus d'impact sur des solutions, dont des solutions sur l'énergétique. Il y a des projets qui ont été financés sur des bâtiments où finalement on met des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais c'est des passoires énergétiques, donc c'est une hérésie finalement de se dire il y a peut-être quelque chose à faire avant. Et du coup, aujourd'hui, c'est de trouver des solutions d'analyse très rapides qui va aider aussi le propriétaire à prendre des décisions très rapidement, dans des analyses d'audit très simples, de dire non, finalement, la priorité, elle est là-dessus ou là-dessus. Et ça, c'est aussi des choses que les pouvoirs publics veulent financer, c'est la collaboration fructuante et on va dire qui va apporter vraiment de la plus-value pour l'économie et la société locale et d'avoir des solutions qui soient pertinentes. Et ça, plusieurs cantons ont des programmes aussi spécifiques sur des thématiques spécifiques, mais globalement, l'énergétique, l'économie circulaire, le changement climatique, c'est un no-brainer, ils sont présents et il y a des soutiens financiers là-dessus. Donc, autre des soutiens de dire on soutient les propriétaires, on soutient pour transformer, on soutient aussi en amont la collectivité pour pouvoir avoir des solutions qui soient les plus pertinentes et adaptées. C'est assez intéressant. Maintenant, je pense que de rénover représente quand même des coûts qui sont conséquents, même s'il peut y avoir des incitations, des aides, même s'il y a un environnement autour des entreprises, des propriétaires pour permettre de faire évoluer les mentalités et leur mettre aussi à disposition un certain nombre d'innovations. Thierry, je voudrais t'écouter par rapport à justement à ce coût de la rénovation énergétique. Et puis, est-ce que une rénovation pour atteindre des objectifs énergétiques n'est-elle peut-être pas plus coûteuse que détruire et reconstruire? Et que finalement, d'un point de vue financement, comment convaincre un client d'investir dans une rénovation qui sera peut-être plus coûteuse, mais qui sera aussi plus durable? Oui, alors vaste question. Je vais essayer d'esquisser quelques réponses. La première peut-être, c'est que peut-être une grande différence entre la Suisse et la France, peut-être en termes de fonctionnalité de pays, c'est qu'en France, le pays est très centralisé, très réglementé, finalement, il y a des réglementations, alors qui changent beaucoup, c'est vrai, j'ai compris, mais qui sont quand même relativement uniquement réparties, enfin uniformément réparties et uniques sur l'ensemble du pays. Ici, nous sommes 26 cantons finalement, et puis certains un peu plus réglementaires que d'autres, comme Genève par exemple, ou Bâle, au nord-ouest du pays, mais foncièrement, le pays est quand même décentralisé et puis libéral, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les cantons misent avant tout sur les incitations finalement pour motiver les propriétaires à rénover, plus que sur la réglementation. Donc c'est d'où cette frilosité dont on parlait tout à l'heure de la réglementation, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller.
plus la carotte que le bâton. J'allais dire presque beaucoup la carotte et assez peu de bâton finalement. Et donc, par rapport à cette incitation ou à ces incitations, des grands propriétaires qui sont propriétaires sur l'ensemble du territoire, par exemple, doivent jouer avec ces grandes différences finalement d'un canton à l'autre, d'une ville à l'autre, avec à la fois une responsabilité économique qui est la leur d'investir. Comment motiver un propriétaire à investir dans une rénovation? C'est simple, il faut lui démontrer le retour sur investissement. C'est aussi simple que ça, et c'est particulièrement complexe en fait, parce que la réalité c'est que les réglementations et les formes d'incitation sont toutes différentes d'un canton à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc c'est ce qu'on opère, nous, finalement, quand on opère le Zingamardi sur une grande partie du territoire, c'est bien sûr d'être implanté localement sur chaque on va dire grand bassin immobilier, pour pouvoir avoir finalement localement l'expertise pour motiver ou plutôt démontrer comment on peut, en tant que propriétaire foncier, continuer d'être rentable en rénovant. Et puis, parallèlement à cette partie financière et économique, les grands institutionnels ont aussi des responsabilités sociales. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, des grands fonds immobiliers ne se permettent pas, et ne l'ont jamais fait d'ailleurs concrètement, de vider un immeuble de logement pour refaire un autre plus rentable. Non, on a toujours ce grand équilibre entre responsabilité économique, certes, de nos clients institutionnels, mais aussi responsabilité sociale et sociétale. Et ils ne peuvent pas se permettre de casser finalement cette image d'apporter du bien commun à la société au bénéfice de la rentabilité. Donc les deux volets sont extrêmement importants. Donc oui, c'est vrai, la rentabilité doit être atteinte en rénovant avec des multiples facteurs. Finalement, l'un des facteurs les plus essentiels aujourd'hui, ce n'est pas les incitations, finalement. C'est plutôt comment arriver à, malgré tout, un peu augmenter les loyers pour tenir compte de cette baisse de charge qui est la réalité de la rénovation énergétique pour les locataires. Et j'allais dire surtout, le levier important est sans doute la densification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, si on devait faire le champ de là où un propriétaire pourrait rénover, il est assez exclusivement porté sur là où on peut augmenter les surfaces à bâtir, là où il y a des valeurs latentes finalement, comme on les appelle, c'est-à-dire là où on peut surélever, là où on peut étendre, là où on peut augmenter, densifier les sites. Voilà, donc la rentabilité et la responsabilité sociétale vont de pair pour un investisseur, et on sait démontrer assez, on va dire de manière complexe mais localisée, cette rentabilité globale, cette valeur globale qu'on apporte à un client. Dès que l'on parle donc de valorisation de bâtiments dans le système d'évaluation, est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte aussi la valeur environnementale des biens? Et ça, je m'adresse à François. Oui, alors c'est intimement lié, j'ai envie de dire, à la qualité du financement. On a un petit peu tendance, et on est encore, je dirais, sur des pratiques un petit peu anciennes, d'avoir une opération immobilière qui est financée par un seul véhicule qui veut avoir une certaine rentabilité sur son investissement. Et on se rend bien compte que dans la qualité d'une opération immobilière, il y a beaucoup d'aspects, on mentionnait le confort, la biodiversité, des aspects de peut-être accès à la mobilité ou autres, qui échappent un petit peu à ce qu'un mètre carré loué ou vendu dans un immeuble peut apporter comme service. Et tu évoquais dans mes références cette approche d'investissement différencié. L'investissement différencié est justement une manière d'essayer d'amener une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et de où est-ce qu'on peut amener de la performance environnementale dans une opération immobilière, donc augmenter la valeur verte, qui est assez difficile à calculer, qui aujourd'hui se calcule pratiquement seulement sur la qualité de l'empreinte carbone, mais on essaye de plus en plus, à travers les certifications, d'amener une lecture aussi sur la qualité des aménagements extérieurs, le microclimat, la biodiversité, les qualités de confort. Ces valeurs-là, souvent, elles sont difficilement assumables par le maître d'ouvrage avec son investissement qui doit être rentable. Donc, amener de la valeur verte, c'est peut-être accepter d'amener dans une rénovation d'autres véhicules d'investissement
qui peuvent être de l'investissement participatif, qui peuvent être de l'investissement peut-être public, qui vont amener des prestations et des performances sans renier sur la rentabilité de l'investissement de base du maître de l'ouvrage qui, lui, a son mètre carré qui doit louer à un certain taux ou qui doit vendre à une certaine valeur. Et cette approche-là, je pense qu'elle commence à venir, elle commence à entrer un petit peu dans les mentalités. On connaît le modèle de contracting énergétique. C'est une première manière de différencier l'investissement qu'on fait sur les producteurs ou en lien avec un chauffage à distance. Et on doit l'imaginer, par exemple, sur la biodiversité. Qui finance la biodiversité dans une rénovation? Quel intérêt ça a par rapport à un mètre carré loué? Souvent, le maître d'ouvrage, il dit mettez-moi 3 arbres, mais pas trop d'efforts, pas trop d'investissement sur les extérieurs, parce que de toute façon, ça ne change rien au loyer que je vais pouvoir percevoir. Donc cette valeur verte, il faudrait pouvoir l'évaluer, et il y a des tentatives qui ont été faites d'agréger un petit peu des différents paramètres pour donner une valeur. C'est toujours assez complexe, c'est toujours un peu une usine à gaz, donc on reste surtout sur l'empreinte carbone. Peut-être que par le biais des investissements, et notamment d'investissements différenciés, on pourrait apporter beaucoup plus de performances vertes dans un projet et commencer à la monitoriser. J'étais très content de voir qu'en France, il y a cette obligation du monitoring. Ça, c'est ce qu'on n'a pas du tout encore en Suisse. Et j'ai même envie de dire, sur des premières expériences maintenant de quartier durable, on essaye de voir les performances en exploitation. On a beaucoup de mal à avoir le monitoring réel des différentes consommations énergétiques, d'eau ou autres, pour faire un suivi en exploitation. Donc ça va passer par là et ça doit amener une nouvelle pratique, je pense, d'investissement. Et cette notion d'investissement différencié, c'est la seule chose qu'on n'apporte pas vraiment dans les enjeux de durabilité, c'est l'ingénierie financière, l'ingénierie juridico-financière. Et je pense que c'est là qu'on a le plus de marge de manœuvre pour faire évoluer nos pratiques et amener de la valeur verte. Oui. Merci. Alors, c'est sûr que si on pouvait intégrer ce facteur, je pense, dans les évaluations, ça permettrait certainement de rendre mieux convaincre plus rapidement peut-être les propriétaires de rénover. Je voudrais maintenant qu'on regarde un peu comment justement le secteur de la construction et de la rénovation donc s'adapte à tout ce que vous venez de dire, hein, tout ce que vous venez d'expliquer, aussi bien l'environnement, aux objectifs et puis Thierry, en termes de tendances, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tendances actuelles en matière de construction et de rénovation en Suisse? Comment tu vois justement le parc évoluer et comment est-ce qu'on utilise des nouveaux matériaux? Comment les choses se développent? Quelles sont les tendances aujourd'hui? Alors les tendances aujourd'hui, c'est je crois, un basculement ou un commencement de basculement depuis l'énergie d'exploitation vers une performance carbone globale, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire, quel qu'il soit, un petit propriétaire, un grand propriétaire, regarde avant tout la consommation énergétique, finalement, et puis l'ensemble des performances associées avec les certificats CECB, etc. On est beaucoup dans l'énergie d'exploitation. Et aujourd'hui, on a une oreille beaucoup plus attentive qu'il y a encore 2-3 ans maintenant sur la performance globale carbone finalement, c'est-à-dire la prise en compte dans un investissement de l'énergie grise que consomme finalement à la fois une rénovation et une construction neuve par rapport à cette énergie d'exploitation. On a plusieurs choses très intéressantes à montrer qui sont par exemple le temps de retour carbone. Le temps de retour carbone, c'est finalement le temps qu'on calcule entre qu'est-ce qui se passe si un immeuble et continue à être exploité comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une performance carbone d'exploitation pas bonne. Et puis qu'est-ce qu'on met en jeu comme énergie grise de réalisation? Et puis à partir, donc ça veut dire un investissement en carbone finalement, quand on rénove. Et au bout de combien d'années cet investissement en carbone devient productif finalement, quelque part, c'est-à-dire un bilan carbone global mesuré en années finalement. Et puis les bonnes rénovations, c'est-à-dire les justes rénovations quelque part, pas trop de matériaux pour gagner il y a là aussi encore un équilibre finalement à trouver entre la quantité d'énergie grise à incorporer dans un bâtiment pour le rénover et puis ce qui te fait gagner en énergie d'exploitation finalement, parce que c'est un peu ça l'empreinte carbone globale de notre industrie immobilière finalement. Et donc nous on prône et on est
bien écouté sur ces sujets en disant finalement, il faut à aujourd'hui, avec les matériaux qui sont existants, avancer sur la juste rénovation, c'est-à-dire la plus efficiente finalement, pas la plus conséquente. C'est-à-dire pas forcément aller maintenant tout de suite, aller chercher les labels les plus performants parce que on ne regarde avec ces labels la plupart du temps que l'énergie d'exploitation et on oublie complètement l'énergie grise de matériaux qu'on incorpore dans un bâtiment. Justement, donc là tu parles de la phase construction. Finalement, est-ce qu'il existe est-ce qu'on réemploie dans cette phase de construction, peut-être pour François, est-ce qu'il existe justement des filières de réemploi et est-ce qu'on les utilise sur justement pour optimiser la phase de construction? Alors le réemploi est effectivement une thématique qu'on voit beaucoup apparaître depuis 2-3 ans ou 3-4 ans parce qu'il contribue à maintenir une substance bâtie qui du coup aura un bilan zéro dans l'empreinte carbone. Donc c'est une thématique dont on parle beaucoup, mais dont on a encore peu de vraies solutions au marché. C'est vrai que moi je suis très surpris de voir depuis ces 3-4 dernières années, on est sur des gros concours, notamment à Genève, où on ne démolit plus pour reconstruire à neuf, mais on maintient la substance bâtie, ça c'est le premier geste du réemploi. Et puis on associe ensuite d'autres stratégies de réemploi des matériaux qui commencent à s'organiser et à être expérimenté d'un projet sur le même projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir déconstruire soigneusement d'un bâtiment qu'on veut rénover pour réemployer ces matériaux sur le même projet. C'est une démarche assez laborieuse et en fait assez difficile à tenir d'un point de vue des investissements parce qu'on n'est pas sur une chaîne de valeur de reconditionnement qui est un outil de production pour des matériaux qu'on va pouvoir utiliser en construction. Donc on doit déposer soigneusement, stocker, attendre le délai d'élaboration du chantier pour pouvoir reposer ces matériaux. On a souvent des coûts liés à la logistique, au transport, au stockage. Est-ce qu'on arrive à faire du stockage sur place? Est-ce qu'on doit les... qui vont être lourds à assumer dans l'investissement. Ce qui commence à se produire en France, et de ce point de vue-là, la France est beaucoup plus avancée que nous sur le réemploi, c'est qu'il commence à y avoir en France des outils de production pour réceptionner des matériaux qui sont traités à flux tendu pour être redonnés au marché, mais pas du même projet sur le même projet, sinon de n'importe quel projet vers n'importe quel autre projet. On a des initiatives comme Cyclope à Paris ou Möbius qui sont en train de se développer aussi à Lyon, qui maintenant ont mis en place des outils de production. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne font pas de la commercialisation de produits, mais ils font de la commercialisation de flux de matériaux. C'est-à-dire qu'ils vont passer des accords avec Vinci, avec Bouygues, avec des grands groupes en France, pour avoir une certaine quantité de matériaux qui leur sont fournis sur une année et avoir la garantie que ces mêmes acteurs vont reprendre plus ou moins une quantité déterminante de matériaux qui va rendre viable la chaîne de valeur. Et ça permet la mise en place d'une vraie chaîne de valeur de réemploi, où vous avez le rôle du déconstructeur ou de celui qui va déposer les matériaux qui porte des responsabilités. Il ne peut pas amener des palettes de matériaux complètement cassés avec des défauts, etc. Sinon, il va en avoir la responsabilité. Ça rentre dans un outil de production qui va pouvoir reconditionner ces matériaux à flux tendu, et il n'y a plus de stockage intermédiaire. Ça repart ensuite sur des projets avec toutes les garanties de qualité. Ils sont même associés à des assureurs, donc il y a des garanties de produits, il y a des garanties de pose qui entrent en jeu. Ces chaînes de valeur-là, on ne les a pas encore en Suisse. Nous, ça nous intéresse beaucoup justement à Magenta Eco d'essayer d'identifier comment massifier ces flux pour mettre en place des partenariats industriels qui permettraient d'avoir ces mêmes initiatives qu'en France sur les sanitaires, sur les faux planchers, sur les parquets. Donc voilà, il y a des pratiques qu'on va aller essayer de piocher en France, qui sont, je pense, des belles initiatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont viables économiquement. En France, ces groupes qui font ces commercialisations de flux rentabilisent non pas l'action sur le coût même du produit qu'ils reprennent et qu'ils posent, mais sur le bilan global carbone. Et du coup, l'un dans l'autre, ils sont gagnants sur l'opération et ça permet de viabiliser ces chaînes de valeur.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore en Suisse, mais qui est en France, et qu'on essaye de débloquer. Le marché est un peu plus petit en Suisse, et puis la main-d'œuvre est un peu plus chère, donc on n'est pas sur les mêmes paramètres de formatation. Merci. Donc, on essaye de construire avec une meilleure efficience, on essaye de réemployer. On prend exemple sur la France. Maintenant, la Suisse, c'est quand même il y a énormément d'innovations qui se développent en Suisse, à l'EPFL, à l'EPFZ. Frédéric, qu'est-ce que l'innovation peut apporter justement à ce secteur ? Je vais faire un package aussi des prochaines questions, comme ça on est dans le timing. Mais du coup, la Suisse, apparemment, depuis des années, est numéro 1 au niveau mondial de l'innovation. Alors ça, c'est sur des critères qui sont liés à des publications scientifiques, des brevets, etc. Donc c'est très bien. Mais finalement, la Suisse est aussi très bonne pour sortir, malgré tout, pas malgré tout, mais positivement, de sortir des spin-offs, des laboratoires de recherche, etc. Donc on a quand même un transfert de savoir et des connaissances. Néanmoins, on a des freins et des barrières qui sont très larges au niveau des innovations, surtout quand on est dans le secteur du bâti, du territoire, développement des villes. Un des acteurs sur la chaîne de valeur, c'est les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics sont indispensables pour être la courroie de transmission de ces innovations sur les acteurs du privé, sur la citoyenneté, au global, finalement, dans tous les acteurs qui vivent finalement sur ce territoire-là. Et le pouvoir public, il est assez intéressé sur deux choses. La première, c'est de dire, il y a une innovation, ça c'est cool, je veux bien la tester. Finalement, c'est plutôt en mode de proof of concept. Par contre, l'acte d'achat de cette innovation et de l'intégration, en fait, il y a plusieurs fois le terme qui est sorti du côté TIR, globalement, c'est la frilosité. Puis en Suisse, on est assez frileux aussi d'intégrer de l'innovation peut-être disruptive dans des utilisations publiques. L'autre côté aussi, ce qui a un intérêt, et là on voit le lien avec l'académique, c'est que les académiques, ils cherchent des living labs. En fait, on cherche dans des laboratoires, c'est super, pas sous le format de laboratoire, mais malgré tout, on doit sortir cette recherche appliquée au fondamental dans des cas concrets, dans du bâti, dans du territoire, dans des contextes urbains, pour vérifier finalement si les concepts, les préceptes, si les modèles sont adaptés ou pas. Et ça, on est assez bon aussi là-dedans, parce que la Suisse, c'est un petit pays, on connaît très rapidement aussi les réseaux, une accessibilité au pouvoir public qui est très simple. Pour être honnête, on prend le téléphone, voilà, je viens de l'EPFL, on a un projet, etc., ça va très vite pour mettre en place. Mais l'innovation, elle a toujours de la peine en fait à se déployer plus à l'échelle économique et dans les cas d'utilisation et vraiment à pouvoir mettre en avant. Au-delà, au fait aussi qu'en Suisse, on aime bien innover, mais du coup, le capital risque est très faible pour les startups. Les investisseurs en Suisse sont aussi très frileux. Donc du coup, souvent, on a aussi un peu une échappée de ce côté-là. Mais il y a un point aussi qui est important sur l'innovation. On parle souvent du deep tech. On adore le digital. Et en effet, le digital est aussi important dans le secteur de la rénovation du bâti, enfin sans apprendre de nouveautés, mais le BIM est un outil hyper intéressant sur la maîtrise de la chaîne de valeur. Le BEM, qui est vraiment sur la modélisation énergétique aussi du bâti, intéressante pour le pilotage. Aujourd'hui, on a beaucoup de startups aussi qui développent sur ce sujet-là pour aider aussi les asset managers, asset owners à pouvoir piloter aussi la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Sur le réemploi d'ailleurs, là on vient sur le low-tech, le réemploi est considéré comme du low-tech finalement. C'est pas de la deep tech, c'est pas hyper disruptif en fait, je fais du greffage d'éléments, etc. Mais comme a dit François, il y a plein de questions qui se posent derrière. C'est la logistique, combien ça va me coûter, l'offre en temps et en heure, sur la certification, etc. Et là, on a des startups aussi qui se développent là-dessus pour prendre des noms comme Separ ou Rion qui vont travailler sur des modèles économimétriques aussi, de dire on a l'information, soit on est captif, on a de l'info, soit on nous la donne, de dire il y a des quartiers où il y a des bâtiments qui vont démanteler. L'offre, la demande, pour avoir du flux tendu, pour savoir combien ça va coûter économiquement, etc. Et là, l'académique, qui joue aussi un rôle là-dessus, puisque dans le cadre de l'académique, c'est aussi des modèles qui ont été développés par des laboratoires d'économétrie, de sociologie, ou sur les réemplois, on a des profs aussi qui travaillent là-dessus. Puis on revient à nouveau sur le côté, je dirais pas frein au déploiement, mais c'est aussi la régulation, la réglementation. Finalement, dans le réemploi, on peut faire certaines choses, mais on ne peut pas tout faire. Alors que l'académique a déjà prouvé que remettre des murs, des pans de murs qui sont des murs porteurs, etc., dans des conditions, ça fonctionne très bien, etc. Mais on est bloqué aussi par la réglementation. C'est ça aussi qui est assez compliqué aussi. Et là, c'est le rôle aussi de l'académique de piloter de faire un observatoire aussi de la réglementation, de la régulation, un observatoire de la transition. On revient aussi sur cette notion d'ingénierie, je trouvais bien juridique et financière, mais c'est aussi le rôle de l'académique. Et pour terminer là-dessus, je vais donner un exemple qui, moi, me parle très fortement. Dans le rôle de l'académique, oui, c'est de donner un peu la lumière dans les 10-5 prochaines années, mais aussi à très court terme, de sortir l'innovation des laboratoires et de l'amener finalement à l'économie.
Mais aussi, on a des programmes d'étudiants en l'EPFL et un programme qui s'appelle Rebuild, où on va faire d'ailleurs une visite de site, et ça, on pourra vous informer aussi sur le réseau de Fustic de notre association. Et Rebuild, en fait, c'est une association d'étudiants. Aujourd'hui, c'est plus de 150 étudiants qui sont passés dans l'association, qui font le premier pavillon 100% réemploi. Tout est fait en réemploi. Donc du coup, ils ont les autorisations. Par contre, ils ont galéré sur quoi? Sur les assurances. Ça a été très compliqué d'assurer. Mais les questions qui se posent, c'est combien ça coûte? Est-ce que c'est compliqué? Et ce pavillon aura vocation de pouvoir être ouvert au public et de sensibiliser aussi, on revient sur la chaîne de valeur, mais le citoyen sur le réemploi. Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de « Ah, je suis dans un bâtiment réemploi, est-ce que ça va être sécure? Est-ce que c'est pas? C'est un peu de la seconde main ?» Enfin, des choses. On touche aussi le côté humain qui est parfois suspect de se dire « Ah, je ne suis pas convaincu, etc. » Et ça aussi, c'est un des rôles de l'académique via les étudiants. On viendra après sur la formation. Mais d'amener aussi cette courroie de transmission et de pouvoir avoir cette motivation de se dire il y a plein de questions économiques, il y a des questions de recherche, il y a des questions sociétales. Et bien nous, 100 étudiants, on montre ça, on met en place et on met la courroie de transmission aussi à disposition. Là. Merci. D'ailleurs, à ce sujet, Corentin, donc, par rapport aux freins, par rapport à l'innovation, par rapport à ce réemploi, comment tu te positionnes justement au niveau exploitation? On parlait de certification. Comment tu vois, toi, les choses par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et au niveau de, dans l'exploitation, comment ça se passe et quels sont justement les freins que tu vois à réemployer des choses et ce qui serait finalement des freins à l'innovation? Alors, freins à l'innovation, exploitation, réemploi. Donc déjà, les freins à l'innovation, ils ont été exposés. Il y a forcément des freins déjà économiques, mais également, ce qui est très important quand on fait de l'innovation, c'est avant tout de mettre en place, et on en a un petit peu parlé, un suivi de l'innovation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de concevoir un projet avec des systèmes innovants et ensuite de lâcher un bâtiment et de le laisser vivre sans aucun suivi. Parce que ça crée souvent des contre-références et ça vient casser du coup l'innovation. Donc ça, c'est une première chose, c'est le suivi d'exploitation, c'est la notion de garantie de performance. On a un peu parlé tout à l'heure de ces notions, et ça, pour moi, c'est très important. Après, sur le réemploi, effectivement, en France, on rencontre de plus en plus d'acteurs qui collectent des matériaux, des chaînes de distribution, etc., et des maîtres d'ouvrage, pour l'instant publics, qui imposent des seuils, des quantités de matériaux dans leur projet de construction ou de rénovation. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur l'innovation d'expérience, puisque j'ai l'expérience, on va dire, franco-suisse, c'est vrai que quand on développe un projet, malgré tout, côté suisse, on a moins cette peur du réglementaire. C'est-à-dire qu'on est assez libre finalement dans la mise en œuvre de produits innovants, etc. Alors qu'en France, on a quand même des choses qui permettent de protéger le maître d'ouvrage, comme des garanties décennales, par exemple, des certifications. Les produits que vous devez mettre en œuvre dans les bâtiments doivent être validés par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc tout ça, ce sont des petites contraintes qui font que on peut être bloqué sur la mise en place de certains systèmes, mais d'expérience aussi, une fois que ces systèmes ont été validés, il y a vraiment un accompagnement des pouvoirs publics qui est assez fort côté France pour aider financièrement et dans le suivi à la mise en place de ces systèmes. Alors, maintenant, l'accompagnement des pouvoirs publics, l'innovation, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'un point de vue de la formation. Alors Philippe, toi qui fédères tous les professionnels donc, de l'immobilier, quelle est la formation professionnelle et ensuite on redonnera la parole à Frédéric qui concerne plus la formation académique justement pour permettre à la fois de former les personnes, de les fédérer puisque dans la mise en œuvre et puis dans la planification de la mise en œuvre, je pense qu'on peut en discuter en même temps. L'objectif, c'est, on a tous un but à atteindre tous ensemble. Maintenant, comment on forme les professionnels
et les non-professionnels pour atteindre ces objectifs. Et puis aussi comment on incite les pouvoirs publics, puisqu'on on les a cités, à mieux peut-être accompagner, peut-être mieux fédérer, peut-être mieux mettre en place une infrastructure réglementaire peut-être plus adaptée pour mieux inciter. Enfin, voilà, Philippe, je voudrais t'entendre en ce qui concerne donc la formation professionnelle et cet effet fédérateur. Comment fédérer tout le monde autour de ces objectifs à atteindre? Vaste sujet, grand défi. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Je dirais, d'une certaine manière, on doit catégoriser la formation. Il y a des formations universitaires qui s'adressent à des, je dirais, une catégorie d'étudiants d'ores et déjà avec des connaissances qui veulent se spécialiser. Et donc, il y a un programme universitaire, c'est un CAS HESSO de rénovation énergétique du bâtiment. Ensuite, pour les professionnels, eh ben, comme on l'a vu avant avec monsieur qui a présenté en fait la fédération des métiers du bâtiment, il y a les associations professionnelles, il y a les fédérations, il y a des instituts comme ou je dirais des associations aussi comme Minergie qui proposent des cours sur le CECB, CECB+, SNBS. Il y a Suisse Solar sur la partie photovoltaïque, installation et tout ça. Puis après, il y a toutes les associations professionnelles comme le SWIT Romandie, comme le SWIT Suisse, via son école SWIT School, qui propose en fait un programme également sur la rénovation énergétique des biens immobiliers, mais également au niveau des communes. C'est un projet qui s'appelle Commune Rénove. Vous retrouvez du côté de l'USPI Formation également un programme qui s'appelle IMO Durable, qui est aussi à l'attention des professionnels pour se former plus spécifiquement sur les travaux et le suivi, l'accompagnement des travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires institutionnels. Donc, ils sont en tant que membres et surtout en tant qu'acteurs devant gérer les biens immobiliers, eh ben, ils ont besoin d'avoir des collaborateurs formés sur cet aspect-là. Et puis après, je dirais, il y a l'enjeu de formation qui là est encore, je dirais, je pense négligé, c'est cet aspect plus long terme, à savoir aujourd'hui mettre en place des formations de base pour les jeunes, les intéresser dès la sortie de l'école à rentrer dans, je dirais, le monde immobilier au travers de ces immenses enjeux qu'on va avoir durant les 3-4 décennies qui viennent devant nous. Et puis là, les inciter, les intéresser à venir vers ces métiers de l'immobilier et plus spécifiquement sur des formations dédiées à la rénovation énergétique. Et je pense que là, il y a un immense chantier qui devrait être normalement déjà mis en route et on ne voit pas forcément déjà les premiers signaux ou les premiers programmes de formation pour les jeunes venir. Et après, je dirais, la dernière question, c'était liée aux professionnels, enfin aux propriétaires qui ne sont pas des professionnels. Eh ben, je dirais qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, c'est avant tout leur intuition et puis surtout les inviter, les encourager à se rapprocher des professionnels pour justement se faire accompagner dans le cadre de ces projets de rénovation énergétique. Et de ce fait-là, les professionnels deviennent les formateurs des propriétaires privés parce qu'aujourd'hui, l'accès en fait à tout programme de formation est pas forcément évident ni accessible à ces individus qui ne sont pas en fait mappés aujourd'hui sur l'échelle et sur la carte. Voilà. Il faut aussi, comme je disais auparavant, les fédérer pour atteindre tous ensemble ces objectifs. Mais comment, Frédéric, typiquement, quand on pense EPFL, on voit ces chercheurs de l'EPFL comme dans une grande tour d'ivoire inaccessible à personne. Comment finalement l'EPFL ou toutes les recherches arrivent à se mettre à la portée de tous
pour que tout le monde puisse aussi avoir cette connaissance et puis que tout le monde puisse aussi être formé pour que finalement l'implémentation, la planification soit beaucoup plus rapide et pour qu'on puisse enfin atteindre ces objectifs qui sont 2025 c'est demain, 2050 c'est après-demain. Alors en effet, l'EPFL est considéré comme la tour d'Ivoire ou la tour de Babel. On a, via l'association aussi qu'on a pu monter, des certaines PME entreprises qui viennent en disant vulgairement « Putain, je suis à l'EPFL ». Ce que je disais, j'aurais jamais pensé avoir l'accès à rentrer sur un campus ou être en direct avec des chercheurs ou des profs. Mais il y a un point aussi qui est important dans l'écosystème aussi éducatif suisse. Les domaines ETH, ils sont 5. C'est vraiment sur de la recherche fondamentale. Donc les enseignants sont comme des chercheurs qui sont sur de la recherche à horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Après, on a les hautes écoles spécialisées, les HES, les Far School, les universités sont peut-être plus hands-on et pratiques, mais en effet, l'EPFL a retravaillé assez fortement ce lien par rapport aux besoins métiers et terrain. Il y a eu plusieurs, on a un gros pool d'alumni, donc en fait régulièrement on leur pose des questions en disant voilà, qu'est-ce que vous pensez de nos ingénieurs EPFL ? Bah, ils ont des têtes bien pleines et bien faites, mais quoi ? Bah, en fait, dans la réalité de la vie, du terrain, sur des gestions de projets transverses, il y a aussi du soft skills à mettre en place, c'est pas encore ça. Et puis ça, il y a eu quand même pas mal de travail qui a été mis en place. J'ai plusieurs exemples, mais le premier, c'est qu'il y a un statut, par exemple, je pointe François Guisan, qui aurait le profil pour être professeur à l'EPFL sous le titre de professeur de pratique. On appelle ça des POP. Alors, ce n'est pas le pape au Vatican, mais les Professors of Practice, c'est des statuts de prof à l'EPFL qui enseignent des charges d'enseignement aux étudiants qui ont des expériences hors académiques. Donc d'amener finalement 10-15 ans d'expérience dans un domaine, le partager, comme aussi on a régulièrement des intervenants externes, mais là c'est un vrai statut de professeur à l'EPFL pour venir enseigner sur plusieurs années, etc. régulièrement. Déjà il y a cette notion, on a besoin d'avoir un ancrage terrain pour se dire on n'est pas hors sol finalement de ce qu'on enseigne en fait à nos étudiants basé sur des concepts de recherche qui sont dans des domaines impact, sur le futur de l'habitat, sur le futur de l'urbanisation, sur les enjeux de l'hydrogène, des pompes à chaleur CO2, etc., ok, mais du coup, il y a un besoin terrain. Et puis, l'autre sujet aussi qui est hyper important pour nous, c'est ce que tu as dit, c'est les associations professionnelles. Par exemple, au sein de la faculté de l'environnement, architecture, génie civil, on a plus d'une quarantaine d'associations professionnelles qui sont avec nous, on se voit régulièrement pour dire les étudiants que vous sortez, en fait, il n'y en a pas assez dans ce domaine-là, ou ils ne sont pas assez formés là-dessus. Ce qui amène, par exemple, dans un cas concret, en automne 2025, ça prend toujours du temps, mais on a un nouveau master qui va sortir, qui est un master sur les systèmes urbains. Et dans l'histoire du système urbain, c'est l'urbanisation, la transformation des quartiers, mais tout ce qui est flux de mobilité, les flux de la construction, la santé urbaine, etc. Et ça, c'est tous des besoins qui sont en train d'être émanés, donc d'anticiper aussi, parfois trop tard aussi, peut-être, mais la mise en place de formation. Et juste un point, parfois, entre la réalité d'une PME, d'entreprises qui ont besoin de certaines formations, il faut savoir que la mise en place, finalement, d'un nouveau programme adapté, parfois, ça prend entre 5 et 8 ans d'avoir les premiers étudiants qui sortent avec le diplôme. Et là aussi, on a beaucoup à apprendre sur l'agilité, et c'est pour ça aussi qu'on essaye de développer, non pas que à l'EPFL, mais toutes ces formations continues pour les personnes en emploi. Par exemple, sur le BIM, beaucoup d'entreprises, le BIM, ça devient un outil au-delà peut-être de certains blocages, le coût, mais la formation est hyper importante et du coup sur le BIM, il y a de plus en plus de casse et l'EPFL réfléchit aussi à mettre en place des MOOC, des formations en ligne pour les futurs BIM managers. Et ça, c'est une vraie demande sur laquelle on doit aussi répondre puisque un des rôles d'une institution comme l'EPFL, c'est 3 axes, c'est l'éducation, la recherche, l'innovation. On est 100% financé par les impôts des citoyens suisses et un devoir aussi, c'est de former au mieux l'économie suisse au global pour avoir un impact aussi local. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Au-delà de tout ce qu'on a pu discuter avant, sur des projets interdisciplinaires aussi, entre différents étudiants, sur des projets qui sont concrets, hands-on, type le réemploi, etc. Merci. Alors, on peut aussi, par rapport à ce système, problématique de formation, problématique de planification, je pense que il y a aussi pas mal de partenariats publics-privés qui sont en train de qui se sont déjà mis en place, qui continuent de se mettre en place. Et donc là, Thierry, en fait, justement, je voudrais qu'on t'écoute par rapport à ces partenariats publics-privés. Comment ces partenariats publics-privés permettent finalement d'accélérer la mise en œuvre de ces problématiques de réseau. Oui, on a une grande richesse, je pense, de ces partenariats publics-privés. On va dire l'exemple le plus concret pour nous, c'est sur nos chantiers de réalisation, finalement, qu'ils soient de rénovation ou neufs, c'est l'hébergement de
d'innovation au sens expérimentation, c'est-à-dire que nous, on a finalement des terreaux d'expérimentation qui sont des vrais projets sur lesquels on laisse l'opportunité à des startups, à des chercheurs de venir tester finalement, parce qu'on n'a pas forcément cette même contrainte réglementaire ici en Suisse qu'en France, c'est-à-dire qu'on peut très bien installer des nouveaux matériaux, remplacer sur un balcon le matériau traditionnel par un béton bas carbone complètement innovant. On sait finalement offrir, on a, on va dire, rien à perdre et tout à gagner à offrir finalement comme terreau d'expérimentation nos projets concrets, et puis on espère bien ensuite que ça se développe, que ça s'intègre dans l'économie. Mais je pense que en ce qui nous concerne, nous, comme acteurs de la construction globale finalement sur la Suisse, offrir à des chercheurs, mais aussi à des petites startups, à des comme terreau d'expérimentation nos projets, c'est là où on a le plus de valeur win-win finalement. Nous, ça ne nous coûte rien, ça augmente une sorte de visibilité à la fois de notre entreprise et puis de nos clients, de nos maîtres d'ouvrage, et puis ça permet finalement de tester finalement les innovations sur les projets. Donc, je pense que c'est l'aspect le plus concret de ces partenariats publics-privés, en dehors de tous ces échanges finalement, de quels sont les besoins de l'économie. Souvent on parle d'innovation et on dit voilà, on attend l'innovation, c'est le retour sur le marché est relativement long. Moi j'aime bien motiver nos investisseurs en disant il n'y a pas besoin d'attendre l'innovation pour travailler demain matin. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une crise climatique, mais on n'attend pas le vaccin du Covid à venir parce que sinon on est dans la haine. Non, on a besoin aujourd'hui simplement de mettre en œuvre des investissements dans la rénovation, et le meilleur réemploi qui existe, on parlait de réemploi tout à l'heure, c'est de conserver la structure. Donc la structure béton qui pèse aujourd'hui 50% du poids carbone d'un immeuble, sans attendre, et c'est important de continuer à mettre en œuvre ces filières de réemploi, mais le réemploi de la structure, ça gagne déjà 50% du poids carbone qu'on conserve dans l'immeuble plutôt que de le détruire et d'en faire un autre. Donc on a des solutions finalement pragmatiques, immédiates. On n'a pas besoin d'attendre l'innovation de demain finalement. On peut très bien parfaitement vivre et lancer la machine. On a une grosse machine à lancer finalement, mais on peut le faire dès maintenant, et on va avoir besoin des innovations pour continuer cette vague de rénovation, mais on peut parfaitement la lancer dès maintenant. Donc on a la formation, on a l'innovation, on a de l'argent en Suisse. Pourquoi ça ne va pas plus vite en fait? Enfin, finalement, à vous écouter, on a tout ce qu'il faut pour bien faire. Donc pourquoi, si on reprend les chiffres de début de présentation, pourquoi on est si éloigné pourquoi le parcours, le chemin est si long? Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne question. On a tout ce qu'il faut, et en même temps, on a quand même 3 grandes complexités à résoudre en Suisse. La première, je pense, c'est le calcul de la valeur finalement. C'est-à-dire qu'un investisseur qui investit dans une rénovation, il va calculer et il va le faire s'il y a un retour sur investissement. Donc il y a tout cet enjeu de quelle valeur je gagne à rénover. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les institutionnels chaque année sont audités finalement par des grands évaluateurs, c'est pour certains très monopolistiques pour ne pas le nommer aujourd'hui, mais finalement ces évaluateurs sous-estiment très largement la valeur verte finalement, la valeur environnementale d'un immeuble par rapport à un autre finalement. Pourquoi? Parce que simplement la façon de calculer la valeur d'un immeuble, c'est basé sur un discounting cash flow, donc le cash qui rentre discompté, et puis ça nous donne la valeur. Et dans ce cash compté finalement sur les 100 années qui viennent, il n'y a pas assez, ça commence à bouger, il faut quand même dire ce qui est aujourd'hui, et notamment cet été, des publications de ce grand évaluateur qui commence à intégrer cette valeur. Mais aujourd'hui, tant qu'elle est sous-évaluée, finalement, il y a un frein et une complexité à résoudre sur comment finalement mieux évaluer la valeur d'un immeuble rénové finalement. On a tous l'intuition qu'il vaut plus qu'un immeuble non rénové, pas seulement parce qu'il est mis à neuf, mais c'est aussi parce qu'il est plus attractif pour la génération actuelle, plus attractif pour la génération future, donc quelque part plus durable au sens durée de vie, pas seulement durable au sens environnement du terme. Mais
il y a encore un gap à tenir et un gap à franchir. Et ça, c'est une des complexités sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas au rendez-vous demain matin. Le deuxième, je pense, c'est la complexité, comment je peux rappeler ça, des gardiens du patrimoine. Les gardiens du patrimoine, c'est, vous le savez, je pense, une pesée d'intérêt pas assez forte pour l'enjeu climatique par rapport au maintien du patrimoine bâti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le patrimoine bâti et le maintien de ce patrimoine bâti est un frein à sa rénovation. On devrait pouvoir être capable de conserver l'immeuble, ou en tout cas des traces de l'immeuble, ou peut-être que des façades. On a d'excellents exemples partout en Europe, partout en France aussi, en Suisse aussi. Mais finalement, aujourd'hui, on a une complexité assez forte quand on travaille en ville à rénover un patrimoine bâti parce que l'architecture devrait être conservée. Donc c'est vrai que si on va jusqu'à devoir maintenir les fenêtres, on va avoir du mal à améliorer l'enveloppe thermique. Et puis les gardiens du patrimoine, c'est aussi le voisin, les voisinages qui sont très souvent bloquants au sens, là on est sur le patrimoine, je veux conserver mon bien-être et mon cadre de vie actuel sans forcément avoir d'immeubles rénover, mais surtout surélever, densifier. Donc là, on est sur une problématique d'acceptation publique, sociétale de la rénovation et de la densification urbaine. Donc cette densification urbaine, c'est le moteur économique de la rénovation. Et c'est vrai que tant qu'elle est acceptable, difficilement acceptée par les citoyens, non pas globalement, parce qu'on a voté la loi sur l'aménagement du territoire, on est tous d'accord finalement sur les ambitions globales, mais quand il s'agit de les voir apparaître sous ma fenêtre, là on est un peu moins d'accord, et c'est vrai qu'on est plutôt les champions des oppositions et des recours, donc des retards finalement à la mise en œuvre de cette rénovation. Peut-être la troisième complexité à résoudre, c'est peut-être la prise en compte globale du carbone. Je disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui avançait, mais qui avance pas assez vite en fait, parce que c'est vrai que aujourd'hui investir dans un immeuble neuf, ça verdit tout de suite un portefeuille immobilier. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, la quantité de carbone qu'on injecte dans la construction, en fait, est une problématique carbone pour la société. Finalement. On devrait rénover nos vieilles Cadillac, finalement, dont je parlais tout à l'heure des vieilles Cadillac qui roulent. On devrait plutôt les rénover plutôt que s'acheter des Tesla. Ça, je parle de l'immobilier, hein, bien sûr. Mais globalement, c'est ça aujourd'hui l'enjeu, finalement, pour ces propriétaires, c'est de comprendre que la rénovation, c'est l'impact carbone global qui doit être évalué et pas seulement le carbone de l'exploitation de l'énergie mise en route. Donc on a trois grandes complexités et puis ça met un tout petit peu de temps à se résoudre ces complexités. Est-ce qu'on n'en rajouterait pas une quatrième qui serait problématique peut-être de procédure? Alors tu commençais un petit peu à l'évoquer par rapport à peut-être ces problématiques d'opposition, mais par rapport à aux procédures, est-ce qu'on est équipé pour pouvoir valider des permis de rénovation pour de la rénovation ou pour de la construction neuve? Est-ce qu'on est équipé pour pouvoir autoriser tout ce qui va devoir être modifié? Oui, je pense et je voulais dire en ajout à tout ce que Thierry a dit, c'est justement, il y a quand même une force de la réglementation sur l'accélération des changements. Je parlais du réemploi en France, ça a quand même été amené par l'obligation de présenter des inventaires réemploi au-delà de 1000 m², de présenter des bilans carbone, d'avoir ces courbes de prévention qui font que les grandes entreprises s'y mettent maintenant parce qu'elles en ont l'obligation. Donc c'est aussi cette inertie des pratiques, et en Suisse on a expliqué la complexité de la gouvernance en Suisse avec 26 cantons, 26 constitutions, donc 26 réglementations d'application par rapport à des objectifs fédéraux. Et puis il y a tout un modèle participatif en Suisse qui fait que les réglementations évoluent par la participation des professionnels à l'évolution des lois. Et les professionnels n'aiment pas trop s'éloigner des pratiques qu'ils maîtrisent et qui contrôlent. Donc on avance vraiment un petit pas. Si le politique n'ose pas faire des sauts réglementaires un peu conséquents, on avance très lentement. Je pense que cette inertie des pratiques et cette frilosité politique, on doit passer outre. Et puis il y a la question de responsabilité. Ça, je pense que c'est très très important. Moi, c'est quelque chose auquel je me confronte énormément. On voit beaucoup de bureaux d'études, de mandats d'ingénieurs ou autres, qui n'osent pas amener des idées un peu nouvelles,
parce qu'ils ont peur d'emporter la responsabilité. C'est beaucoup plus facile de dire « Non, mais dans ce catalogue, il y a des pompes à chaleur qui sont certifiées par telle marque. Moi, je les recommande. Il y a un protocole de pose. » Et puis, finalement, c'est un report de la responsabilité. Quand on veut faire des choses nouvelles, eh ben, il faut assumer l'implémentation d'une nouvelle pratique et puis il faut en assumer la responsabilité. Et là, peut-être aussi, dans les montages juridico-financiers, report de responsabilité, il y a peut-être de l'innovation à amener pour qu'on puisse plus facilement tenter des choses, se tromper, sans avoir après à en payer le coût pendant 10 ans de responsabilité juridique ou autre. Et ça, je pense, c'est un vrai frein aussi à ces évolutions. Je pense que le politique a quand même une grande responsabilité pour faire avancer beaucoup plus vite le parcours vers des efficiences énergétiques. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. En conclusion, j'aimerais juste vous écouter, on aimerait vous écouter en une phrase. Peut-être quelle est votre conclusion personnelle par rapport à cette thématique qui est hyper importante, urgente, et quelle est votre vision par rapport aux prochaines, à cette implémentation et à cette problématique qui est la rénovation énergétique? Alors je commence, merci. Alors en une phrase, moi j'aime bien citer ce que me citaient mes profs il y a déjà bien longtemps. C'est quand on parle d'énergie ou d'environnement, c'est un peu technique, beaucoup économique, passionnément culturel. La technique, l'innovation, on sait faire, on a des solutions qui arrivent, ça, pas de souci. L'économie, ça c'est un vrai sujet, il faut trouver l'argent, il faut trouver le financement, des nouveaux moyens de financement. Mais le culturel, c'est justement l'imprégnation, le changement d'état d'esprit en fait de la population à tout niveau. Et ça, moi je dois dire que je suis très très positif. Parce que j'accompagne des clients maintenant depuis bien longtemps, des clients qui travaillent aussi bien dans du public que dans du privé, et surtout dans le privé, on voit vraiment l'évolution des mentalités où il y a 10 ans en arrière, si je parlais d'environnement, on m'envoyait un petit peu balader, et aujourd'hui, il faut absolument que le projet de rénovation soit estampillé, vert, etc. Donc ça, c'est l'effet des réglementations, des exigences légales, bien sûr, mais aussi des états d'esprit, parce que souvent, ces gens à qui je parlais il y a 10 ans en arrière n'avaient pas encore d'enfants. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont extrêmement sensibles à ces notions. Les jeunes générations sont donc très sensibles à ça, les jeunes que nous employons également. Donc tout ça, ça vient, c'est très fort, et c'est pour ça que je suis assez confiant. Cette prise de conscience, elle est complète. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la société a bougé il y a plusieurs années, finalement maintenant, dans la volonté de faire mieux. Aujourd'hui, l'économie est dans ce trend-là aussi, et c'est pas juste un trend, c'est pas un vernis vert en fait. On est vraiment dans le côté, on a des objectifs à tenir, et puis on a forcément l'ambition de les respecter, ces objectifs qu'on se fixe finalement. Et j'allais dire, le pays libéral qui est la Suisse est je pense d'autant mieux parti que on le fait pas sous la contrainte en fait. C'est-à-dire que la réglementation fait accélérer un petit peu plus vite, mais en fait la véritable force de notre pays, c'est que une fois qu'on est en route, on s'arrête plus finalement, et puis on va jusqu'au bout. Et c'est vrai que entre l'économie, les pouvoirs publics forcément, et puis la société, c'est ces trois grandes forces finalement de notre pays qui avancent aujourd'hui dans le même objectif. Forcément, ça va bouger. Forcément, ça va, on va dire, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, comme d'habitude, on va partir un peu lentement. Et on est en train de le faire, on est plutôt en retard sur nos objectifs, mais je pense qu'on va largement dépasser et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, parce qu'on est tous attirés sur la même corde. Et ça, on le voit vraiment tous les jours de l'année, avec tous les interlocuteurs qu'on côtoie. Moi, j'aimerais bien trouver la formule magique pour donner envie aux chefs de projet d'aller de l'avant, ou aux maîtres d'ouvrage. J'ai quand même souvent l'impression qu'on s'oblige, et qu'on a des équipes de projet on doit intégrer la dualité, on doit faire un bilan carbone, mais les pratiques, c'est celle-ci, et puis on a une vie à côté, on a une famille. Et je crois que quand on a envie de faire les choses, et qu'on a envie d'amener un projet à être un peu plus que la norme, à être un peu plus ambitieux que ce qu'on voit chez le voisin,
Je crois que l'envie, c'est une force motrice énorme, et puis on peut faire des merveilles. Donc j'aimerais bien essayer, enfin c'est ce que j'essaie souvent de faire, mais c'est de transmettre une envie simplement de faire les choses, et pas de les faire parce qu'on y est obligé, et parce que c'est une obligation professionnelle. C'est peut-être un aspect assez complexe aussi. Moi, je suis très positif pour la Suisse, parce qu'en effet, on a les moyens de le faire, même si je pense que, comme le fait Genève, il faudrait mettre plus de moyens à disposition des propriétaires, surtout des propriétaires privés, pour les encourager significativement à passer à l'acte de rénovation. Maintenant, si on prend d'une manière plus globale à l'échelle de la planète, là, par contre, j'ai beaucoup plus de craintes et je suis beaucoup plus circonspect par rapport à tout ça. Je pense qu'on doit être valeur d'exemple en Suisse ou en Europe. Par contre, jusqu'à aller fédérer un grand nombre de populations où vraiment elles se concentrent, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou voire même en Amérique du Nord. Je pense que là, il y a encore un immense chemin à faire et puis on n'est pas au bout du travail à effectuer. Ça regroupe ce qu'on dit à l'EPFL, en fait, c'est en Asie, en Amérique latine et du coup en Afrique du Sud, où c'est là, en Afrique, où il y a le plus d'impact à avoir. Donc c'est clair aussi, il y a l'échelle locale et globale. Je commence à être fatigué, je vais faire une blague à la fin, comme ça on terminera là-dessus. Mais du coup, si oui, j'aime bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, David Livingstone, c'est un gars qui bossait pour John Kerry aux États-Unis sur le plan climat. Puis il disait, ouais, 50% des solutions n'existent pas. Ben, si, 50% des solutions donc existent, donc implémentons-les et puis allons de l'avant. Et puis du coup, tout le monde connaît SIA, je viens de l'inventer maintenant celle-ci, mais tout le monde connaît SIA, donc la société suisse des ingénieurs architectes, mais finalement, si le SIA s'était sensibilisé, implémenté, acté et accéléré, on pourrait aller peut-être un peu plus vite là-dessus. Pam, pam, pam. Voilà. Pam, pam, pam. Merci à vous cinq. Je pense qu'on va passer aux questions. Bonjour à tous, Vitaly Becker, Magenta Eco. On est collègues avec François, évidemment convaincu par la cause de l'écologie, du bâtiment, de la rénovation, du réemploi. C'est un gros chantier, mais en tant qu'économiste de l'immobilier, j'ai une question suivante. Étant genevois et connaissant très bien la planification genevoise, le plan directeur, etc., on sait à quel point ça prend du temps de changer les zones, changer les affectations, parfois d'avoir des autorisations, etc. Ce temps-là, donc là on parle de politique, on parle de démocratie directe, on parle des consciences de la population, des priorités qu'il faut avoir ou pas. Comment on peut gagner du temps avec ces contraintes? Je n'ai même pas mentionné la LDTR et d'autres contraintes importantes à la rénovation. Et je pose la question à Thierry parce que je pense qu'il est concerné dans différents projets que vous menez. Gagner du temps sur les procédures, je pense que la participation sur le sujet de l'acceptation sociétale d'un projet, je pense que la participation, nous on l'a vécu plusieurs fois sur des projets et on voit bien que non pas communiquer comme regardez comme il est beau mon projet, il est durable, etc. Mais ça c'est trop tard en fait. C'est vraiment, j'ai pas encore de projet, aidez-moi à le concevoir pour qu'il soit le mieux pour tout le monde. Il va se densifier, la zone va se densifier. C'est comme ça, c'est écrit, c'est le cadre global. Mais comment le faire finalement? Et je pense que on l'a expérimenté sur la commune de Morges, par exemple. On a créé finalement une plateforme qui s'appelle Morges Dialogue avec tout un tas d'actions autour. La commune l'a reprise et puis finalement en fait maintenant son outil global de participation. Donc ça c'est une fierté pour nous. Mais sur un projet comme celui-ci, 40 000 m² de surface de plancher, zéro opposition. Alors c'est jamais une garantie que de faire la participation, mais c'est quand même une forme d'accélération finalement. Dans un premier temps, c'est comme toujours, il y a un peu d'investissement. On prend un peu plus de temps à recueillir la vie des gens, mais après, on a une accélération qui se met en place. Maintenant, ce n'est pas la panacée. On voit bien que de plus en plus, les oppositions sont là. Donc, à mon sens, il faudrait que les autorités mettent dans la pesée globale d'intérêt, je pense qu'il y a une réaffectation de la pesée à faire, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que la partie climatique soit
beaucoup mieux prise en compte au sens production de carbone finalement par rapport à des sujets de préservation, certes importants mais peut-être moins importants. Donc aujourd'hui on a des vrais pesées d'intérêts qui sont trop égalitaires quelque part sur l'ensemble des intérêts publics. On devrait beaucoup plus mettre de poids sur la partie climat-carbone et donc être en mesure de mieux débouter les oppositions qui sont, on va dire, de toute façon à la fin déboutées, mais de le faire accélérer les procédures, c'est aussi accélérer les non prises en compte de procédures. Il ne s'agit pas de supprimer la parole, mais d'accélérer le traitement de cette parole. Et je pense que ça, c'est un vrai chantier politique sur lequel il y a beaucoup à perdre pour nos élus. Donc on a relativement peu de volontaires à les mener, mais pourtant c'est un sujet crucial à mener dans les années qui viennent. Et oui, merci de les applaudir, merci à tous. Effectivement, je vous remercie déjà pour la qualité de vos explications. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. On a effectivement tout enregistré, donc ça permettra aussi de pouvoir relayer ces informations à un plus grand nombre d'auditeurs, un public un peu plus élargi. Et puis la thématique telle qu'elle a été abordée aujourd'hui sous l'exemple suisse, mais avec beaucoup de comparaisons françaises, sera bien entendu également abordée au cœur de notre salon. Donc je vous encourage effectivement à nous rejoindre une nouvelle fois du 30 septembre au 3 octobre pour continuer de suivre cette thématique et bien d'autres autour du bâtiment. Merci beaucoup.